Musicale. Alors là, je fais beaucoup. Je parle en laryng, tu vas ça comprendre que la laryng t'a pensé. La matière musicale. Nous avons le troisième point, la matière musicale. La matière musicale. Nous avons et ces quatre qualités. Vous pouvez écrire votre chant à 4 voix. Donc, c'est ça l'avantage. Voilà pourquoi j'ai pensé prendre un cours qui va vous donner tout ce qu'il vous faut pour être bien. Donc, c'est bon. Tout son, est en principe, tout son est en principe, ne porte que sur le son et ses quatre qualités. Tout son est susceptible d'être utilisé. Point. Tout son est susceptible d'être utilisé en musique. Point. Cependant, il n'y a réellement musique. Cependant, il n'y a réellement musique. Il n'y a réellement musique que lorsque les sons, les sons sont ordonnés entre eux. Il n'y a réellement musique que lorsque les sons sont ordonnés entre eux de façon à exprimer une pensée d'ordre musical. Lorsque les sons sont ordonnés entre eux de façon à exprimer, cette ordonnance prend pour élément qualité qui définissent un son. Cette ordonnance prend pour élément les quatre qualités définissent quatre éléments. Est en principe susceptible d'être utilisé en musique. Ça veut dire simplement que n'importe quel son peut être utilisé en musique. N'importe lequel. Tout son peut être utilisé en musique. Mais il n'y a réellement musique que lorsque les sons sont ordonnés entre eux. Donc, lorsque je tape comme ça, je viens d'émettre un son. Mais est-ce que ce son-là, c'est de la musique? Donc, on dit qu'il n'y a réellement musique que lorsque les sons sont ordonnés. Un exemple ici, le son que produit le tam-tameur, le son que produit les voix, le son que produit l'organiste, et ainsi de suite. Tout ça, lorsque nous mettons de l'ordre, c'est ça qu'on appelle la musique. Il y a d'autres qui chantent, et certains d'autres là-bas sont en train de jouer au tam-tam. Lorsque nous mettons de l'ordre dans tout ça, c'est ça qu'on entend par la musique donnée. Donc il n'est pas dit que n'importe quel son, c'est la musique. Non, tout son peut être utilisé en musique. On peut utiliser n'importe quel son en musique. Même le sifflet, on peut s'en servir. Mais ici, c'est pour qu'il produise un effet pittoresque. C'est-à-dire que c'est juste pour agrémenter. On peut se servir d'un sifflet. Vous entendez par exemple comment on appelle ça, il y a le folklorique, ce type d'être utilisé en musique.
Mais pour qu'il y ait musique, il faudrait que ce son soit ordonné, qu'on les arrange, qu'on prenne, bon, toi tu vas faire ça, toi c'est comme ça, toi c'est ici, toi c'est là. Et c'est cet ordre-là qui va faire ce qu'on appelle la musique. Ça c'est Bansima qui est en train de parler, ça c'est Banzuzi, parce que c'est à partir du timbre de votre voix qu'on va se rendre compte que ça c'est pas Bansima. Lorsque vous prenez un piano et soit l'orgue et une guitare, même si ils sont en train de jouer dans l'église là-bas, vous saurez que ça c'est le son de la guitare. Le son là, c'est ça qu'on appelle le timbre. Non, ou soit la guitare de l'orgue, c'est le timbre. C'est ça qu'on appelle le timbre maintenant. Le son de C, j'ai commencé par le dernier terme. Et lorsqu'on parle de l'intensité, c'est comme la puissance vocale, c'est la force par laquelle on entend quelque chanter, ou soit la guitare quelque part. Lorsqu'on augmente le volume de l'orgue, on dit que là, ici, l'intensité de l'orgue est un peu plus élevée par rapport à celle de la guitare. Donc la différence ici se situe au niveau. Et maintenant, la durée ici, qu'est-ce qu'on dit de la durée? C'est, là je vais partir d'un exemple banal pour ceux qui ont déjà fait la musique. Quand vous prenez une ronde et une noire, vous voyez que ça n'aura pas la même durée. Ici, la durée de la ronde est plus longue. Quand on dit par exemple do, quand on dit do, c'est pas la même chose. Plus du temps qu'à la deuxième note. C'est ça qu'on entend par. D'abord, le mot durée aussi est facile à comprendre. Entre quelqu'un qui quitte ici jusqu'à la porte de l'église là, et celui qui va se diriger vers la grotte, je crois que la plus longue durée sera effectuée par celui qui va vers la grotte. Donc au niveau des notes, il en est de même. Ici, qu'est-ce qu'on dit sur la durée? Un même son tenu plus ou moins longtemps. Donc un même son tenu plus ou moins longtemps. Donc c'est comme l'exemple que je viens de prendre. Quand je dis do, vous voyez que on a traîné. Donc la durée de la première fois est plus longue que la deuxième durée. Et c'est ça qu'on entend par durée. Et maintenant la hauteur ici, quand on parle de la hauteur, quand nous prenons, par exemple, ici, bon, les néophytes, vous allez m'excuser, tout ça, vous aurez le temps de comprendre ça lorsqu'on va avancer. Donc, ici, j'ai la note Do ici. Et une autre là. Comme ça. Et voilà. Là, la note qui est un peu plus, la note basse quand je dis Do, là maintenant Do, vous voyez que là, la hauteur change. C'est ça qu'on entend par la hauteur. Donc, entre la note qui est plus basse, donc c'est la même note, mais comme nous avons un problème de registre, ici la note est plus basse et la note suivante est un peu plus élevée. Donc la hauteur, c'est en fait c'est l'élévation de la note par rapport à une autre. Donc nous avons là, celle-là est plus basse, l'autre est un peu haut perché. C'est ça qu'on entend par la hauteur. Donc la même note, mais ici, qui ne se trouve pas à un même niveau des principes de l'écriture musicale. Chaque ligne se nomme interligne.
L'espace entre chaque ligne se nomme interligne. Les lignes et interlignes se comptent de bas en haut. Donc, j'ai écrit la dernière partie. Les lignes et interlignes se comptent de bas en haut. Vous êtes sur le point de faire la musique. Donc la portée, c'est cet ensemble de 5 lignes là que vous avez vu. Donc on a dit, la portée se compose de 5 lignes. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Je ne commence pas par le haut, je commence par le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu les numéros ici. Donc de 5 lignes horizontales équidistantes. Équidistante veut dire la même longueur. Donc si vous avez des dépassements là, donc ça veut dire que ça, ce n'est plus une portée. Il faudrait que ça puisse avoir la même longueur. Donc équidistante, la même distance. Horizontale, couchée, c'est pas debout comme ça. Donc c'est des lignes qui sont couchées et puis qui ont la même longueur. C'est ce que veut dire équidistante. L'espace entre chaque ligne se nomme interligne. Donc là, ça, là, 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 là. Donc nous avons 4 interlignes. Donc, 1, 2, 3, 4. Et nous avons 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons 5 lignes et 4 interlignes. Elle ne représente pas aussi la même durée. Et lorsque nous allons avancer, vous allez comprendre que telle durée est plus longue que telle autre. Donc d'abord même l'ordre dans lequel sont disposées les différentes figures. Nous voyons ici la ronde par exemple, la première figure de note, c'est elle qui a la plus longue durée. Après, nous avons la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche et la quadruple croche. Et ça, c'est des choses que vous devez savoir par cœur. Okay? Ça, c'est une blanche, ça, c'est une noire, ça, c'est... En musique, en fait, quand vous voyez les maîtres de chant, ils connaissent tout ça. Tout ça, ils connaissent. Dès qu'il ouvre un livre de musique, il sait que, soit une partition, il sait que cette forme-là, c'est la croche. Ça, c'est la double croche, et ainsi de suite. C'est la ronde où on a placé la hampe, donc la partie qui monte là, c'est la hampe qu'on appelle ça. La noire également, là, elle est remplie dedans, et ainsi de suite. Nous avons la croche, c'est comme un crochet. Double croche, c'est égal, nous avons ici 2 crochets. Triple, 3, quadruple, 4. Donc nous avons 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 crochets. 3 crochets, 2 crochets, donc c'est facile à assimiler. Vous n'avez pas besoin de mettre la double crochet, c'est quoi? Donc n'allez pas confondre. Double égale 2 crochets. Triple, 1, 2, 3, 3 crochets. Quadruple, 4 crochets. Donc c'est facile, vous devez savoir ça par cœur, les différentes figures ou les formes de notes. Donc, nous avons là les figures de notes. Donc nous avons vu les notes, nous avons vu les figures de notes, et ce sont les signes qui nous permettent de lire et d'écrire la musique. Vous ne pouvez pas faire de la musique, vous ne pouvez pas écrire la musique, vous ne pouvez pas non plus la lire si vous ne connaissez pas ces signes-là. Donc tous les signes que je vous montre là, vous devez les connaître par cœur, vous devez les savoir. Dès que vous voyez, vous savez que ça c'est tel signe s'appelle ceci, et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que vous devez savoir. Question.
Nous avons ut ou do. Donc le nom de do, en principe, le nom initial de cette note c'est ut, parce que ça a été tiré de l'hymne de Saint Jean-Baptiste. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, il avait pris une syllabe de chaque mot qui contenait son hymne et ça formait les notes de musique. Donc ici, ut, c'est le nom initial et qu'on a remplacé par do. Donc on appelle ut ou do. Donc si vous voyez ut, ne dites pas mais ça c'est quoi? Donc ut c'est do. Ut ou do, ré, mi, fa, sol, la, si. Nous avons 7 noms de notes. Donc les notes, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc tout ce que nous jouons, tout ce que nous chantons ne porte que sur les 6 notes, les 7 notes que nous avons. Donc vous avez 7 noms de notes. Do, ré. Donc si ut là, ça dérange. Bon, mais pour votre information, ça s'appelle aussi ut. Donc dites do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc il n'y en a que 7. Voilà. De ces lignes sur l'une de ces lignes. Sur l'une de ces lignes, le nom, pour déterminer le nom de la note placée sur cette ligne. Pour déterminer le nom de la note placée sur cette ligne. La clé est un signe placé au début de la portée sur l'une de ces lignes pour déterminer le nom de la note placée sur cette ligne. La clé là, ça s'appelle la clé de sol. La note sol se trouve sur la deuxième ligne parce que le point qui nous permet de former cette clé part de la deuxième ligne. Donc, ça veut dire que toute note placée sur la deuxième ligne dans cette clé, ça s'appellera sol. Nous avons la clé de fa. Le point se trouve sur la quatrième ligne. Donc, toute note placée sur cette quatrième ligne, là où il y a le point, se nommera fa. Et généralement, quand vous êtes dans la chorale, lorsque le chant est écrit à 4 parties ou à 4 voix, la clé de sol, c'est la clé où nous avons des voix, les voix de femmes, et la clé de fa, nous avons les voix d'hommes. Ou pour ceux qui sont des organistes, ça c'est la main droite et là nous avons la main gauche. Donc, la clé vous permet de reconnaître le note. Donc, sans clé, vous ne pouvez pas savoir de quelle note il s'agit sur une portée. Donc, il faudrait qu'il y ait la clé parce que c'est la clé qui vous donne le secret, qui vous ouvre, qui vous donne le nom de la note. Donc là, nous avons sol. Ici, nous avons fa. Et la troisième clé, la clé du tout, la clé de do, s'écrit sur 4 lignes. La première ligne, nous avons ici do. Deuxième ligne, do. Troisième ligne, do. Quatrième ligne, do. Mais ça, c'est une clé que je vous ai donnée à titre informatif parce que les clés qui sont beaucoup plus utilisées dans la musique moderne, ce sont les clés de sol et la clé de fa. Mais ça, c'est une clé qui est beaucoup plus utilisée dans la musique grégorienne. Ceux qui font cette musique-là savent, mais pour vous, ça, c'est pas votre morceau. Ce qui va vous concerner, ce sont ces deux clés-là. Mais ceux qui font ce qu'on appelle le plein chant ou la musique grégorienne ont la clé d'ut.
Quelle doit être la position de la hampe par rapport à la disposition des lignes. Quatrième ligne, la hampe va se diriger vers le bas. Et voilà. Donc, pour les notes qui n'ont pas de hampe, telles que c'est l'unique note d'ailleurs, pour la ronde, je la mets ici, sans problème, même si c'est... Donc, je peux la mettre n'importe où sur les lignes. Mais pour les notes qui ont la hampe, lorsque la note est un peu plus élevée, la hampe devra se diriger vers le bas. Bien. Et nous avons dit s'écrire aussi en dehors de la portée, c'est-à-dire au-dessus de la cinquième ligne. Nous avons une note là. Et en dessous de la première ligne. On peut excéder les limites de la portée lorsqu'on veut atteindre des sons aigus. Donc on peut sortir de la portée. Ici, on écrit les notes soit au-dessus de la cinquième ligne ou en dessous de la première ligne. Donc c'est l'exemple que je viens de donner. Maintenant, il y a aussi, on peut également se servir des lignes supplémentaires. Donc c'est ce que vous allez écrire maintenant. Donc vous écrivez les lignes supplémentaires. Donc c'est toujours en dehors de la portée maintenant. Donc des petites lignes. Lorsqu'on a besoin de dépasser l'étendue de la portée, lorsqu'on a besoin de dépasser l'étendue de la portée, on ajoute pour chaque note ligne, on ajoute pour chaque note de petites lignes au-dessus et au-dessous de la portée. On ajoute pour chaque note de petites lignes au-dessous de la portée. Ce sont des lignes supplémentaires. Vous le faites au même moment. C'est-à-dire que vous sélectionnez votre apprentissage. Je vais d'abord apprendre les lignes, les notes qui sont dans les lignes, parce que généralement, nous, quand nous les apprenions, on se servait de notre main. Avec la clé de sol, je dis mi, sol, si, ré, fa. Donc, une fois que j'ai su ça, je n'ai plus de problème. Dès que je vois, je sais que ici c'est sol, là c'est si, là-bas c'est fa. Donc, pas de problème. Je répète ça chaque fois. Et quand je prendrai les interlignes, la même chose. Maintenant, pour les lignes supplémentaires aussi, je fais la même chose. Même en bas. Donc, en clé de sol, en clé de fa, en clé d'ut, je fais la même chose. Donc, voilà pourquoi je ne voudrais pas que vous tombiez dans ce piège-là, que les notes qui sont au-dessus de la cinquième ligne ou en dessous de la première ligne vous compliquent la culotte. Savoir les lire sans problème. Donc, vous sachez que lorsqu'on écrit, il peut arriver que nous écrivions des notes en dehors de la portée, donc au-dessus de la cinquième ligne, en se servant également des lignes supplémentaires. Et les lignes supplémentaires sont illimitées, comme on l'a dit. Et ça peut aller même au-delà, mais là, il y a des procédés que l'on emploie. Ça, en fait, j'ai gardé ça parce que pour le moment, vous n'allez pas digérer ça. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les lignes supplémentaires. Je ne sais pas s'il y a un souci. Oui, en fait, lire les notes. Lorsque nous allons aborder la lecture des notes, vous allez voir que c'est très facile. Et nous allons mettre l'accent sur les notes qui sont en dehors de la portée parce que ici, c'est facile à comprendre. C'est très facile à comprendre. Comme je l'ai dit, bon, ça c'est une parenthèse, si ça ne vous dérange pas. Donc, pour la lecture des notes, vous avez par exemple en clé
clé de sol. Donc, nous avons ici. Donc, comment se lit la première note? Nous avons la note qui se trouve dans la première ligne, se lit mi. Ici, sol. Là, nous avons si, ré et fa. Ça, c'est pour la lecture. Maintenant, ça, c'est la clé de sol. En clé de fa, donc, je prends d'abord. Donc, vous avez ici, dans les interlignes, nous avons fa, la, do et mi. Voilà. Et clé de fa, nous avons ici sol, si, ré, fa et la. Ligne avec la clé de fa. Donc déjà même à partir dans quelques heures là, vous pouvez déjà commencer à vous exercer. Dans les interlignes, nous avons ici la, do, mi et puis sol. Pas de problème. Donc ça, vous pouvez mettre ça quelque part pour que vous commenciez déjà après notre cours là, vous commencez déjà à lire. N'allez pas. Chaque jour. Donc pour un maître de chant, en fait, le livre de musique devait être comme sa Bible. Chaque jour, il devait lire un truc de musique. Un document qui parle de la musique. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc quand vous voyez un maître de chant fouiller dans son sac, c'est sûr que vous allez trouver une partition. Même s'il va à l'école. Ici, une ronde. Quelle est la valeur de la ronde? Lorsque nous voulons l'exprimer avec des blanches, il nous faut 2 blanches. Pour avoir la valeur de la ronde, il faut 2 blanches. Si on veut l'exprimer en noir, il en faut 4. Donc la ronde égale 4 noirs, égale à 8 gauches, 16 doubles gauches, 30 triples gauches et 64 quadruples gauches. Donc en fait, pour ceux qui ont fait mathématiques, moi je n'aime pas les maths malheureusement, c'est comme une décomposition. Donc nous avons ici, c'est comme 4 égale 2 plus 2. Donc c'est comme 1 plus 1. Donc nous avons ici 2. Donc dans 4, nous avons, dans la ronde, nous avons 2 noirs, 2 blanches, 4 noirs, 8 croches, 16 doubles croches, 32 triples croches, 64 quadruples croches. Maintenant, nous passons à la deuxième figure de note qui est la blanche. Dans la blanche, nous avons 2 noirs, 4 croches, 8 doubles croches, 16 triples croches, 32 quadruples croches. Nous avons la noire à 2 croches, 4 doubles croches, 8 triples croches et 16 quadruples croches. La croche a 2 doubles croches, 4 triples croches et 8 quadruples croches. La double croche a 2 triples croches et 4 quadruples croches. Et enfin, la triple croche a 2 quadruples croches. Parce qu'on n'avait pas, vous êtes certainement posé la question, mais pourquoi on a donné la valeur, on n'a pas donné la valeur de la quadruple croche? Parce que ici, si on met la quadruple croche, c'est la toute dernière valeur. Donc voilà pourquoi vous voyez ce tableau. Donc c'est
c'est important parce que vous trouverez sur les portiers les mêmes figures. On peut vous demander soit d'exprimer ça, en fait, ça se lit pour que vous gardiez ça. Mais le plus grand morceau, c'est de savoir lire les notes. Vous devez lire les notes, le solfège. Le grand problème, c'est le difficile. Quand vous savez lire les notes, ça devient facile et vous faites moins de temps pour apprendre. Mais quand vous ne savez pas lire les notes, vraiment, c'est compliqué. Donc vous faites comme quelqu'un, comme on fait au CP, quand vous allez à l'école, de la même manière que les élèves apprennent à lire, à lire les lettres, les mots, les syllabes. C'est de cette manière-là que vous devez vous entraîner, à partir de ce que je viens de laisser là-bas. Et vous allez voir que forme de notes. Quand vous regardez ce que j'ai écrit ici, la division de chaque figure suit 64. C'est ce que nous avons suivi ici. Donc, nous avons ici le 2, c'est le noir, 4, ça représente la noire, et ainsi de suite. Donc, c'est très bon. Nous aborderons le chapitre suivant qui parle du rythme. Et le rythme, pour le comprendre, comment maîtriser la valeur relative des figures de notes. C'est vraiment important. Donc voilà un peu sur la valeur relative. S'il y a une question, je crois qu'elle sera la bienvenue. C'est un cours de la deuxième année de l'université. Parce que selon les orientations qu'on m'avait données, je me suis dit, bon, c'est déjà des gens qui ont des informations sur le solfège. Et donc je ne pouvais pas prendre des petits trucs. Bon, de toute façon, j'ai affaire à des intellectuels aussi. Au lieu de prendre les notions de